BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, merci d'être avec nous. Oui, il pleut et on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto malgré le documentaire HBO diffusé cette nuit. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça. On va parler politique aujourd'hui, c'est la grande rentrée politique. On a eu le discours de politique générale de Michel Barnier la semaine dernière. Et on va voir quelles sont les attentes de l'industrie du Web3, notamment avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour Amaury. Association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Et puis, on parlera du monde, du conseil en gestion de patrimoine. Quelles attentes aussi politiques, comment Mika peut cohabiter avec les conseillers en gestionnaire de patrimoine. On a un acteur de la gestion de patrimoine avec nous. Bonjour Laurent Ovion, directeur innovation et crypto chez BLPK. Mais d'abord, on part tout de suite faire un tour sur les marchés, le marché crypto, sur le cours du Bitcoin, en particulier avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Alexandre, j'ai l'impression que le documentaire d'HBO, diffusé cette nuit à 2h du matin, heure française, n'a pas vraiment perturbé le cours du Bitcoin. J'ai l'impression que c'est un petit peu un non-événement. On est autour des 63 000 $. La semaine écoulée est relativement stable. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'analyse technique du cours du Bitcoin ? Alors c'est même plus qu'analyse technique en fait. C'est vrai qu'il y a peu d'actualités, on va dire, propres au secteur qui serait de nature à vraiment faire bouger les cours. Pas d'aspect réglementaire ou d'éléments, je sais pas, il y a des ETF ou des lancements de produits ou choses comme ça. Donc on est un peu plus focalisé sur les éléments, je dirais, un peu extérieurs au secteur, mais qui ont une influence, à savoir la progression par exemple des taux américains, la progression du dollar, l'environnement, d'inflation, de prix, ce genre de choses. Il y a quelque chose qu'on regarde beaucoup sur les marchés actions et qui a une petite influence quand même sur la partie crypto. Ce qu'on remarque depuis maintenant 2 à 3 semaines, il y a quand même un rebond des taux américains qui se fait sentir. On était grosso modo sur le 10 ans américain, qui est le taux de référence. On était à 3,6 à peu près, 3,60 il y a 3 semaines. On est remonté à 4,05 on se parle. Et ça peut avoir une influence. Pourquoi cette taux se redresse comme ça, alors même que la Fed a commencé à baisser les siens? C'est qu'on a une résilience des données américaines depuis quelques temps sur l'emploi. On avait la semaine dernière un très bon rapport sur l'emploi. On a des indices d'activité dans les services qui rebondissent à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 1 an et demi. Et ça relance seulement la question sur l'état de l'économie américaine. Est-ce qu'on est sur un landing, soft landing ou pas de landing du tout en fait, Et ça, donc ça renforce un peu le dollar, ça renforce les taux et ça a une influence un peu négative. Alors c'est pas des très grands mouvements, mais ça pèse un peu sur la progression du Bitcoin et je ne serais pas étonné qu'on puisse redescendre vers les 60 000 $ dans cet environnement-là. On sait que ce soir il y a les minutes de la fête notamment, donc c'est le compte rendu de ce qui s'est dit à la dernière réunion de politique monétaire. Et si on se rend compte que dans ces éléments de langage, des discussions à la dernière réunion, il y a des choses qui ont été perçues de manière trop souple par le marché, qui avaient anticipé peut-être plus de baisse de taux que la réalité qui nous attend dans les mois à venir, c'est le genre de choses qui pourraient encore renforcer un peu le dollar et les taux. Et dans ce cas-là, on pourrait voir effectivement Bitcoin repartir vers les 60 000, voire un peu en dessous. Après, ça n'a pas le gros du tableau aussi. Voilà, le gros du tableau, c'est ce qu'on répète depuis des mois, c'est qu'on est vraiment dans une phase d'énorme consolidation qui a commencé il y a à peu près 2 trimestres et demi, 3 trimestres, après le x4 qu'on a observé entre début 2023 et premier semestre 2024. Donc on est toujours là-dedans d'un point de vue cycle moyen terme, mais sur les éléments court terme, voilà, c'est plutôt, je dirais, la macro américaine, ce qui se passe sur les taux de dollar, qui a une influence sur le Bitcoin plutôt que des éléments sectoriels, je dirais. Ce n'est donc pas encore le bull run, en tout cas pas tout de suite. Alexandre Baradez, on va surveiller ça. On vous retrouve lundi prochain à 15h pour un prochain point et on verra si ça a bougé. D'ici là, merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Faustine, Laurent, je suis obligé de rapidement quand même vous demander un petit peu votre avis. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le documentaire, mais en tout cas, vous avez un petit peu l'info. Bon, il propose une personne en particulier. A priori, c'était pas la personne attendue. On en a parlé autour de vous, Faustine, ou alors c'était un peu un non-événement? C'est pas vraiment un événement. Effectivement, il n'y a pas eu de réaction, que ce soit au sein des membres de l'association ou nos interlocuteurs habituels à la DAN. C'est pas le premier. C'est pas la première fois qu'il y a une hypothèse sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Probablement, ce sera pas le dernier nom. Et la personne en plus nie. Donc pas d'effet majeur en tout cas, que ce soit sur nos travaux ou pour nos interlocuteurs. Bon, les professionnels du Web3 n'étaient pas très inquiets visiblement. Et vous, Laurent, de votre côté, plus du côté de acteur de la gestion de patrimoine, est-ce que ça a été un sujet ou alors pas du tout? Un sujet pas du tout, et ça confirme aussi l'idée que c'en est vraiment pas un. Bitcoin, puisqu'on parle de Bitcoin, est tellement plus grand et plus important que son éventuel créateur ou fondateur que c'est pas un sujet. Et si on veut parler de l'actualité de la matinée, je suis pour le coup côté gestion de patrimoine et finances traditionnelles bien
plus intéressés par la levée de fonds de Cryptown, qui est un acteur de la tokenisation d'actifs dont on parle beaucoup, avec l'entrée de BNP au capital de Cryptown. Là, c'est, je trouve, beaucoup plus intéressant en termes de messages et de perspectives, et on parle beaucoup de convergence entre les acteurs traditionnels et les acteurs de l'écosystème Web3. Je trouve que cette news est bien plus intéressante. Donc une levée de fonds de 4,2 millions d'euros. 4,2 millions. Qu'est-ce que fait Cryptown rapidement ? Cryptown travaille sur la tokenisation d'actifs et va permettre énormément de services et d'accès à des possibilités, notamment d'IPO, de financement, qui sont aujourd'hui réservées à des très grands groupes parce que nécessité d'avoir beaucoup de cash. Et là, il y a une forme de démocratisation de ces sujets-là qui pourra s'opérer, ce qui nous paraît très intéressant. On reparlera des aspects de financement. Ça peut aussi faire partie des solutions. Donc, excellente nouvelle. C'est notre top du jour. Voilà, bravo aux équipes de Cryptown. Faustine, on va parler tout de suite de politique. On a eu le discours de politique générale de notre Premier ministre, Michel Barnier, la semaine dernière. Tout simplement, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qu'en retiennent les acteurs du Web3, de toute cette industrie-là ? Alors, une chose est sûre, ce sont les entreprises qui sont attendues au tournant pour participer à résoudre la situation budgétaire et financière de la France. Il va être demandé beaucoup, que ce soit aux grandes entreprises, mais aussi aux plus petites. Et on sait que le secteur Web3 est de plus en plus composé d'une myriade d'acteurs parmi les plus jeunes. Et donc, c'est pour ça que parmi les secteurs économiques qui vont être concernés, les acteurs du Web3 vont l'être. Seulement pour remplir les objectifs qui sont fixés, pour mener les chantiers qui ont été promulgués, il va falloir compter sur les entreprises. Et donc, si on demande des efforts aux entreprises, il est normal que les entreprises demandent également des efforts à la France pour que cette situation n'empêche pas non plus leur développement, leur croissance, parce que sans elle, on ne pourra pas y arriver. Et donc, il faut continuer à travailler. Alors, bien sûr, il y a cette situation à gérer, mais sans le soutien, sans l'accélération du développement de notre secteur, on ne pourra pas y arriver. Bon, alors concrètement, comment le gouvernement peut soutenir cette industrie et en même temps se plier aux exigences de la situation budgétaire et financière qui est quand même imposée et répondre aux objectifs fixés dans la feuille de route de Michel Barnier? Alors c'est un cercle vertueux nécessaire. Si on soutient et si on renforce le développement, la compétitivité de notre secteur, alors tous ces objectifs de renforcer l'attractivité de la France, l'amélioration des services publics, l'amélioration de vie des Français vont pouvoir être réussis. Et pour cela, il y a besoin de solutions, qu'elles soient du point de vue réglementaire, mais aussi du point de vue non réglementaire. Parce que la réglementation n'est pas la panacée. Et on s'accorde tous à dire qu'on a fait un très très gros travail sur la réglementation en France et en Europe, mais il va y avoir d'autres choses que le secteur attend. Donc on va porter énormément de choses, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Si je prends le premier volet des solutions qui est nécessaire, c'est-à-dire les solutions qui ne sont pas liées à la réglementation, il y a quand même des freins structurels qui continuent, qui perdurent et qui empêchent les entreprises de pleinement se développer, de pleinement affirmer leur potentiel. Je pense à la bancarisation, je pense aux problématiques relatives à l'assurance, je pense au financement, je crois que Laurent, vous voudriez y revenir. Concernant la bancarisation, nous portons actuellement une demande relative à l'entrée en application de la réglementation européenne MiCA, mais qui va devoir être mise en place au niveau français. Le but étant de renforcer un droit d'accès aux comptes qui a été mis en place sous le régime français pour que les PSAN qui demain vont faire cet effort de se mettre en conformité avec MiCA et qui vont commencer les démarches, commencer la procédure, puissent bénéficier de ce droit au compte. On peut imaginer à quel point sans compte bancaire et sans service bancaire, ça peut être compliqué de se développer, mais aussi de se mettre en conformité. Donc ça nous semble une base nécessaire et une amélioration qui peut être faite assez rapidement au bénéfice des entreprises. Laurent Auvion, donc directeur innovation et crypto chez DLPK. Bon, vous regardez naturellement ce qui se passe du côté réglementaire, notamment MiCA qui va rentrer en application dans quelques mois, d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que pour les acteurs de la gestion de patrimoine, est-ce que ça vous aide à travailler? Est-ce que ça vous donne un cadre serein? Alors oui, ça donne un cadre serein parce que justement il y a un cadre, et notamment pour les gros acteurs traditionnels, ça permet de regarder un petit peu différemment les acteurs plus nouveaux, plus naissants, avec le fameux agrément et derrière le statut MiCA. La difficulté, c'est dans une conjoncture, et Faustine vient de le rappeler, où on va avoir un gouvernement qui va nous parler d'austérité, une difficulté à mettre en place la réglementation MiCA
parce que ça coûte de l'argent. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça nécessite des investissements et c'est normal. Mais c'est plus compliqué pour des acteurs qui sont un peu naissants et à qui on va demander de faire un bond de géant plutôt que d'avoir un travail étape par étape pour arriver à quelque chose. Et puis, on en reparlera également, se pose aussi la question des financements. Alors, on a une très bonne nouvelle ce matin, je viens de l'évoquer, mais on sait que le financement aujourd'hui du secteur, notamment Web3 et globalement des fintech et de la technologie, c'est un secteur qui est plutôt en souffrance. Et donc, on demande à un secteur, c'est-à-dire que dans le message politique, on nous explique, oui, on sait qu'il y a de la croissance, il y a une question de souveraineté, on sait que la blockchain, le consensus, la technologie, l'IA sont des moteurs de croissance, des relais de croissance pour la compétitivité. Enfin, on nous explique que tout ce qu'on est en train de faire, c'est absolument formidable. Et puis quand il s'agit de passer à est-ce que vous pourriez nous donner un petit coup de main pour qu'on soit un petit peu moins contraint pour le faire, là j'ai envie de dire, on a moins d'interlocuteurs pour faire ça. Et ça c'est vrai au niveau des ministères, c'est vrai aussi au niveau des autorités de tutelle, parce qu'il y a cette volonté systématique de protéger le consommateur à tout prix, mais à force de protéger le consommateur à tout prix, on fait fuir un peu tous ceux qui pourraient être en mesure de le conseiller ou de l'accompagner. Donc c'est un petit peu contre-productif. Justement, on va parler d'un ministère en particulier, mais tous les deux sur ce plateau, est-ce que vous avez l'impression que, après le changement de gouvernement, il vient d'avoir lieu, c'est encore tout récent, mais vous pensez que ça va changer les choses, qu'ils parlent de Web3, ils parlent de crypto, ou alors c'est complètement... à des années-lumière là, de leurs préoccupations? Non, je pense qu'il faut rassurer. Il va y avoir une continuité sur le suivi de nos sujets, une continuité sur l'intérêt qui est porté au secteur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à assurer dans cette transition le besoin qu'il va y avoir de pédagogie et surtout des messages qu'il faut que l'on rappelle. Et si je peux revenir, parce que j'ai parlé des solutions qui ne sont pas liées à la réglementation que l'on va attendre, il y a aussi une solution qui paraît logique dans le contexte actuel et parce que tout le travail, il y a un travail massif qui a déjà été fait, on appelle à une pause réglementaire en France et en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réglementation qui va être mise en place au niveau européen. Alors qu'est-ce que ça veut dire une pause réglementaire là, par rapport à ce contexte actuel? C'est-à-dire que là, on a MiCA, la fin de MiCA entre guillemets. Alors les stablecoins, c'est déjà entré en vigueur en juin, mais là, il y a le reste qui va arriver fin de l'année. Oui. Quand vous dites une pause, c'est-à-dire... En fait, on a besoin, et c'est pour ça que la réglementation est vertueuse, de clarté, que les entreprises puissent lire entre les lignes de la réglementation pour savoir ce qu'elles doivent faire, mais l'instabilité de la réglementation atteint la clarté. Et donc, il y a déjà eu un certain nombre de révisions, il y a eu des ajouts, il y a eu des renforcements. Donc la pause réglementaire, très concrètement, premier point, c'est la fin de l'inflation des textes et des exigences. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de cette pause réglementaire, et c'est le deuxième sujet, il y a des choses à faire. Ça ne va pas être l'inertie. Petit 1, parce qu'il y a des clarifications qui sont attendues par rapport à ces réglementations qui sont en place et qui vont être mises en place, notamment au niveau européen. Je pense par exemple à des détails opérationnels pour la mise en application de MiCA ou même du règlement transfert de fonds dont on parle un peu moins. On a même appris qu'il y a des textes qu'on attend des autorités qui ne seront pas prêts au 30 décembre, la date d'entrée en application. Comment on fait quand on est une entreprise pour se mettre en conformité quand on n'a pas ces clarifications-là ? Donc petit 1, il faut clarifier ce qui est existant, parce que les entreprises doivent d'abord se préparer à ça. Et donc, il leur manque encore des outils. Deuxième point, pour la mise en place de la réglementation, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Comment on fait concrètement ? Il manque encore aujourd'hui des outils ou des prestations qui permettent concrètement de passer des petites lignes de la réglementation aux process et aux procédures que vont devoir mettre en place les entreprises. Donc, par exemple, sur les exigences cyber qui sont demandées dans MiCA ou même dans le règlement DORA européen, il y a encore beaucoup de flou. Et il y a encore beaucoup de flou parce que les outils n'existent pas. Soit ils sont à des tarifs prohibitifs pour des jeunes structures, soit ils ne sont pas adaptés, soit effectivement il y a des situations monopolistiques. Donc de ce point de vue-là, sur ces exigences cyber, d'ailleurs la commission cyber de la DAN est pleinement mobilisée. Il y a aussi un sujet, il y a des réglementations qui ont été mises en place et qui malheureusement n'ont pas fait l'objet d'études d'impact au demeurant. Donc on ne s'est pas rendu compte à temps que c'était peut-être trop rapide ou qu'il y a des choses qui n'étaient pas faciles à mettre en place. Et donc, ce qu'on va attendre aussi de la France et de l'Europe, c'est de proposer des solutions alternatives. Parce qu'il y a eu des réglementations qui ont été mises en place, mais si en face, finalement, ce n'est pas possible de les appliquer dans le temps imparti ou pour des règles très précises,
qu'est-ce que en fait, les autorités peuvent proposer. Je pense par exemple à notre demande de mise en place d'un modèle d'agence de PSAN, parce que dans le temps très très limité qu'il a été nécessaire pour mettre en place MICA pour les entreprises, pour les plus jeunes, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, quatrième et dernier point, comment profiter de cette pause réglementaire ? C'est patienter. Il y a encore d'autres choses qui vont devoir être mises en place sur des axes, sur des segments du Web3 qui ne sont pas concernés par la réglementation. Donc on sait que la France réfléchit déjà à comment encadrer la finance décentralisée. N'allons pas trop vite, ne faisons pas ça trop tôt, surtout si l'Europe n'a pas décidé de le faire tout de suite, parce que ça va être pénalisant. Je pense aussi à des débats qui sont en cours pour demander à ce que les PSAN deviennent aussi des prestataires de services de paiement, donc un cumul de statuts qui n'avait pas du tout été envisagé et qui là est réfléchi de façon totalement précipitée. Donc non, patientons, il y a déjà des choses qui ont été faites et il faut laisser le temps, si on ne veut pas atteindre à la compétitivité du secteur et que, encore une fois, il puisse se développer pour concourir aux objectifs qui sont fixés et préserver la souveraineté nationale. Laissons le secteur se faire et se préparer à ce qui a déjà été mis en place. Voilà, lever le pied sur la réglementation, c'est le message de Faustine Fleuret aujourd'hui. Laurent Auvion, vous parliez des financements tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas du côté des financements ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Ce qui va pas, c'est plus une conjoncture de marché qui fait que les investisseurs sont beaucoup plus frileux qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. C'est-à-dire que donc c'est pas forcément une question réglementaire là, c'est plus une non, c'est pas nécessairement une question réglementaire. Maintenant, la question de la réglementation pèse tellement sur des acteurs plus jeunes, plus petits, que ça effraie encore plus les éventuels investisseurs. Et c'est là où on est dans un cercle un petit peu infernal, parce que on a des jeunes structures qui ont besoin de financement pour pouvoir se conformer à la réglementation, parce que, comme l'a dit Faustine, ça coûte très cher et c'est parfois pas très accessible du strict point de vue des ressources. Et en même temps, on a de l'autre côté des investisseurs qui disent oui, mais moi, si vous n'êtes pas conforme à la réglementation, vous ne pourrez pas opérer, donc je ne prends pas le risque d'investir. Et donc vous avez une espèce de cercle, encore une fois infernal, qui se met en place et qui coupe un petit peu les financements. Et de plus en plus, on le voit, les fonds, notamment de private equity, vont s'orienter vers des structures qui sont soit déjà rentables, soit déjà établies, soit avec un chiffre d'affaires qui est conséquent, et ça coupe un petit peu les financements des structures plus jeunes, ce qui, à un horizon 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui on finance pas suffisamment les structures plus jeunes, dans 3 à 5 ans, il n'y aura pas grand-chose à financer puisqu'il n'y aura pas d'entreprises qui auront suffisamment grandi. Donc ce sont des points sur lesquels il faut faire attention, et c'est une des conséquences, notamment pour l'écosystème Web3, de ce durcissement et de cette difficulté de lecture de la réglementation. Faustine Fleuret, pour finir sur le point de l'actualité politique, il y a eu un changement du côté du ministère de tutelle du secrétariat d'État à l'intelligence artificielle et au numérique, auparavant rattaché à Bercy et désormais au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Qu'est-ce que ça change ? Alors effectivement, on a un changement de ministère de tutelle, ce qui est plutôt cohérent avec les messages que l'on passe depuis toujours, à savoir que le Web3, ce ne sont pas uniquement des usages financiers et que les technologies blockchain et les cryptoactifs sont finalement des innovations technologiques dont toute entreprise de tout segment économique peut se saisir. Et la réalité du Web3, c'est que ce ne sont pas que les marchés crypto, ce ne sont donc pas que de la finance. Donc finalement, détacher ça de Bercy, c'est en cohérence avec cette réalité-là. Ensuite, ce que l'on peut regretter, c'est qu'effectivement, le numérique, comme il transcende justement les secteurs, ce ne soit pas un ministère de plein exercice que l'on ait choisi de mettre en place. Mais néanmoins, on pourra travailler avec ce secrétariat d'État pour continuer à porter nos sujets. Bon, une actualité plus personnelle, mais je dis personnelle, mais qui concerne tous les acteurs français et européens du Web3, c'est que vous avez annoncé, en tout cas à votre conseil d'administration, que vous allez quitter l'ADAN. Est-ce que c'est exact ? Et si oui, comment ça va se passer de ce côté-là ? Alors effectivement, j'ai annoncé à mon conseil d'administration et aux membres de l'association mon souhait de partir prochainement de l'association. Je ne laissais pas de suspense sur le fait que je ne comptais pas briguer un 3e mandat de présidente qui expire dans très peu de temps. Et donc je préfère que participer à une transition ordonnée, bien préparée au sein de la gouvernance de l'association. Il y a déjà des choses très claires. Je suis à la fois présidente et directrice générale. En tant que présidente, une fois que j'aurai quitté mes fonctions, ce sera mon vice-président ici présent, Laurent Auvion. L'ADAN est bien représenté aujourd'hui. Qui reviendra, exactement, qui prendra la suite. Concernant la direction générale, on va ouvrir un process de recrutement pour trouver mon successeur. Bon, et c'est quoi un petit peu plus largement les
les grands défis. Je vous pose, Laurent, alors vous allez être, alors vous avez pris ça il y a pas longtemps, mais vous allez être du coup vice-président président maintenant de la DAN. C'est quoi les grands défis qui attendent la DAN dans les mois qui viennent? Alors, on en a bien parlé déjà avec Faustine. Après, la feuille de route de la DAN a été très clairement présentée par Faustine à la rentrée à l'ensemble des membres. Comme chaque année, elle est co-construite au travers de sondages et d'interrogations des membres. Donc, il n'y a pas de changement, majeur. Et c'est vrai que le départ de Faustine, c'est plutôt une anticipation. On sait que le conseil d'administration et la présidence ont été élus pour 2 ans et les mandats se termineront en juin prochain. Je trouve ça plutôt intelligent, en tout cas extrêmement serein pour le conseil d'administration de gérer une transition. Donc effectivement, statutairement, le vice-président deviendra président au moment du départ de Faustine, qui s'opérera quelque part entre maintenant et juin de l'année prochaine. Et au-delà de ça, vous avez une association, alors qui évidemment que la contribution de Faustine, on n'est pas encore arrivé au temps des hommages, ça viendra, mais la contribution oui, Faustine de n'est pas partie encore. Non, absolument pas. Et elle incarne effectivement très bien l'association, mais pas que. Dans l'association, vous avez d'abord 5 permanents dont fait partie Faustine, qui travaillent sur l'ensemble des sujets qui viennent d'être évoqués. Vous avez 2 vice-présidents, 6 présidents de comités qui couvrent l'ensemble des thématiques et des secteurs couverts par la DAN. Donc l'association et encore une fois sous l'impulsion de Faustine, a été justement structurée et organisée pour pouvoir exister, quelle que soit son organisation, les hommes et les femmes qui la représentent. Donc il y aura pas de grande révolution. Nos sujets, évidemment, c'est toujours l'européanisation de l'association, le suivi de la réglementation, peser auprès des pouvoirs publics et des autorités de tutelle pour continuer de développer, de favoriser le développement du secteur, représenter l'ensemble du secteur, et puis peut-être avoir une orientation un petit peu plus business. C'est parfois ce qui nous est demandé par les membres, même si la production et la valeur ajoutée. Orientation plus business. C'est d'être un petit peu plus proche du client final et de ce que l'on peut faire et proposer d'un point de vue très opérationnel. Après, c'est vrai que le contenu et la valeur ajoutée de l'association et de ses permanents, elle est dans tout le travail réglementaire qui est opéré, la production de notes, de livres blancs, de position paper, etc., etc. Donc ça reste très très important et on continuera d'être focusé là-dessus. Faustine, j'ai l'impression que l'essentiel a été dit, mais si vous voulez un dernier mot, c'est maintenant. Enfin, un dernier mot, vous reviendrez dans cette émission, quoi qu'il arrive. Mais non, effectivement, simplement, l'association a beaucoup de pain sur la planche, comme on a pu en parler aujourd'hui. La feuille de route est très claire, on continue d'avancer. Et donc, tant que je suis là et opérationnelle, je serai ravie de faire avancer tous les intérêts, toutes les positions des membres de l'association. Eh bien, bon courage à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Faustine Fleuret, présidente de la DAN, Laurent Auvion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Merci à Alexandre Baradez, chef d'analyse chez EG, qui nous a accompagnés en début d'émission. Et je vous donne rendez-vous demain 15h pour un nouveau Club BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, le club.